légèrement face à la crise en Ukraine et à la guerre en Ukraine. On va donc passer un peu plus d'une demi-heure pour réfléchir à tout ça avec nos invités. Aymeric Probert, fondateur de Sycomore Asset Management. Aymeric, bonjour. Bonsoir Jean-François. À côté de vous, Olivier Guillou, le directeur de gestion d'Ecofi. Olivier, bonjour. Bonjour Jean-François. Et de l'autre côté du plateau, Arnaud Faller, directeur général délégué en charge des investissements de chez CPR Asset Management. Bonjour Jean-François. Allez, on attaque. On va... D'habitude, quand on parle de critères extra-financiers, d'ESG et tout ça, on commence toujours par parler financier, et puis après, on rajoute une petite surcouche ESG. Je voudrais qu'on fasse les choses totalement en sens inverse. Et je voudrais qu'on regarde un peu la situation née de cette guerre en Ukraine sur, quelque part, le fonctionnement du monde et la géopolitique. Aymeric Probert, c'est un changement majeur pour vous ? C'est évidemment un changement majeur. Pour parler des dépenses militaires, le mouvement de hausse que l'on voit aujourd'hui n'a pas été initié il y a un mois avec le déclenchement du conflit ukrainien. Ça a commencé avant, en France par exemple, où on sait tous qu'il y avait des objectifs d'atteindre à peu près 2% du PIB consacré au budget de la défense. En France, on y est. Aux États-Unis, ça c'est beaucoup plus récent, il y a une hausse absolument massive des dépenses militaires annoncées par Joe Biden il y a quelques jours. Et surtout, quand je dis que ce mouvement a commencé il y a quelques années, parce qu'on le sait, le monde est plus incertain, plus dangereux. Mais cette crise en Ukraine, qui est évidemment d'une ampleur inédite, on n'a pas eu un conflit de cette taille depuis 80 années, on le sait tous, et la Seconde Guerre mondiale en Europe, c'est quelque chose de majeur. Effectivement, il y aura un avant et un après, et ce mouvement de hausse des dépenses militaires va être considérablement accru dans les années qui viennent, en particulier de la part des pays qui étaient, entre guillemets, traditionnellement en retard sur ces sujets, comme l'Allemagne, par exemple. Alors là-dessus, on va regarder ce qui est assez rigolo, puisque Aymeric vient de parler de l'Allemagne. On disait, l'Allemagne, Angela Merkel, des prises de position politiques très fortes, etc. La nouvelle coalition est vraisemblablement beaucoup plus faible. Est-ce que l'Allemagne a été si faible que ça dans cette crise, ou est-ce que finalement, dans cette décision, elle a été relativement radicale ? Elle a été radicale. Sans paraphraser le discours de Scholz, qui est dès le lendemain de l'invasion par les troupes russes de l'Ukraine, il a dit « on change d'époque ». Et il a fait un discours qui a été applaudi par la totalité du Bundestag. Die Linke, l'extrême gauche, et l'AfD, l'extrême droite. Tout le monde a applaudi. Effectivement, il y a eu une énorme mesure qui est, on va réarmer la Bundeswehr, l'armée allemande, avec 2% minimum de PIB horizon 2024, et on commence dès cette année avec 100 milliards. Et d'ailleurs, exemple concret, hier, alors que c'est le même Scholz qui était très réservé sur l'achat de drones armés en 2018, ils ont passé un contrat auprès d'une société israélienne pour acheter dès maintenant des drones armés. Donc c'est un énorme, comme on dit, game changer. Les Allemands qui étaient plutôt frileux, il faut se rappeler que ça soit sur l'armement ou la dépense, on va revenir sur la transition énergétique, mais en tout cas sur la dépense, finalement c'est plus un problème. Ils ont décidé, ils avaient des marges de manœuvre, c'est la grande différence par rapport aux autres pays qui avaient déjà initié, eux, ils ont des marges de manœuvre et ils vont les mobiliser vraiment pour la dépense militaire, en plus de la transition énergétique. D'accord, mais donc ça veut dire que le changement derrière le sujet de l'armement, c'est l'Allemagne qui était une sorte un peu d'écureuil en Europe, dit aujourd'hui, j'accepte de redépenser. Mais il faut bien voir que les Allemands, ils sont à moins de 10 heures de voiture de l'Ukraine. Donc c'est encore plus concret que pour nous. Et donc ils ont décidé, effectivement, le changement d'époque. Ils avaient pensé pouvoir négocier avec les Russes. On voit bien que la dépendance, on y reviendra, les dépenses au gaz russe les fait réfléchir de manière très radicale. Et donc là, ils décident de dépenser. Et encore une fois, ça ne va pas s'arrêter. Puisque l'ensemble des partis allemands sont alignés avec cette position de Scholz. Olivier Guillou, votre réaction justement sur la partie géopolitique, ce que change cette guerre ? Cette guerre elle change profondément notre avenir, puisque en Europe, ça aura des conséquences très fortes. Donc je rejoins ce qui a été dit sur l'Allemagne. Je voudrais simplement souligner deux choses. Premièrement, lorsque Trump était venu au sommet de l'OTAN, il avait souligné la faiblesse des investissements, des dépenses notamment de l'Allemagne. Et puis l'autre point, c'est quand même, on a souvent vanté la qualité de la gestion allemande sur les réformes. On voit bien que
les choix stratégiques, politiques et économiques qui ont été menés en Allemagne, notamment avec, pour des raisons électorales, l'abandon du nucléaire et le recours massif au gaz, notamment russe, font que finalement on a installé une dépendance et on est typiquement dans le retour de l'impérialisme. On le connaît en Chine, on le connaît en Turquie et on le redécouvre en Russie, malheureusement. Là, on est dans la géopolitique, dans le comportement des États. Je voudrais qu'on revienne tout de suite à la partie entreprise. On a vu, on parlera du cas Total si vous le voulez bien après, mais on a vu plein d'entreprises françaises qui ont été confrontées à leur position en Russie. On a vu des sujets autour du secteur bancaire, on a vu des sujets autour d'Auchan, on a vu des sujets autour de Leroy Merlin, on a vu des sujets autour de Renault. Donc, pour l'instant, excluons le secteur de l'énergie. Ça m'amène à avoir envie de vous entendre sur est-ce qu'aujourd'hui, dans un environnement de finances durables, on va demander aux boîtes d'avoir quelque part une politique étrangère, c'est-à-dire de se dire j'ai le droit d'aller faire du business à tel ou tel endroit ou pas. Olivier, tiens. Il faut faire un distinguo en fait entre ce qui relève de l'état de droit et notamment les embargos qui sont décrétés par le pouvoir politique. C'est le cas en France, en Europe plus généralement, puisqu'il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises pour produire un embargo sur soit des actifs russes, soit des entreprises russes, soit des investissements russes, et ce qui dépend de l'entreprise propre qui opère dans un cadre normal. L'enjeu qui est partagé au niveau européen, au niveau de l'Union européenne, c'est de produire des sanctions contre les dirigeants russes et contre leur capacité à conduire par des ressources financières la guerre. En réalité, on a bien indiqué qu'il n'était pas question de s'attaquer au peuple russe. Donc, quelque part, stigmatiser certaines entreprises qui n'opèrent pas dans des domaines qui sont directement liés soit au gouvernement russe, soit au domaine de l'armement, pour moi, n'est pas vraiment pertinent. Aymeric Préaubert, votre sentiment par rapport à ça? On a vu, je pense notamment à ce qui s'est passé. Alors, on nous dit l'ensemble des parties prenantes, où maintenant tout le monde a son avis sur tout, ce qui en soit très bien. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Après, ça dépend aussi de voir les excès de comportement qu'on peut avoir. On a vu, par exemple, des employés de Leroy Merlin qui se faisaient quasiment agresser parce que Leroy Merlin avait pas fermé ses magasins aussi. Vous, comment vous jugez le comportement des entreprises et les marges de manœuvre qu'elles ont, à la fois, je dirais, d'un point de vue théorique et à la fois peut-être aussi sous une, je dirais, pression publique qui fait que dans des phases où il y a beaucoup d'émotions, on peut parfois aussi un peu s'emporter. Oui. Alors déjà, une première chose, la politique étrangère est menée et doit être menée par les États. Ce n'est pas les entreprises qui définissent une politique étrangère. Ensuite, les entreprises doivent effectivement intégrer ces éléments géopolitiques dans leur stratégie. Et c'est là que les choses deviennent assez complexes. Et il n'y a pas de blanc-noir. On est vraiment dans des zones assez difficiles à traiter. Je vais prendre un exemple. Il vient d'être dit qu'il ne s'agit pas de s'attaquer au peuple russe. Évidemment, les sanctions doivent s'attaquer à l'État, alors les oligarques, mais le risque, c'est que très vite, ça pénalise le peuple russe. Donc, aujourd'hui, qu'ont fait les entreprises? La plupart des entreprises, elles ont obéi aux sanctions. En tout cas, un grand nombre d'entreprises a décidé d'interrompre ses activités en Russie. Bon, très bien. On pourrait parler de Renault, par exemple, parce que finalement, Renault, c'est significatif. C'est 20% de ses volumes et c'est à peu près, ou un peu plus de 20% de ses résultats d'exploitation, la Russie. Parce que c'est un marché assez rentable pour Renault. Donc, c'est très significatif. Pour beaucoup d'entreprises, c'est pas très significatif. Russie, Ukraine, c'est moins de 2% du PIB mondial. Donc il y a assez peu d'entreprises qui sont massivement exposées. Une fois qu'on a dit ça,
Il faut vraiment faire le distinguo, je pense, et ça c'est au cas par cas, entre produits de première nécessité et le reste. Pour le reste, que certaines marques de luxe, pour prendre cet exemple, arrêtent leurs activités. Je ne sais pas si c'est le cas d'ailleurs, hein, je prends cet exemple, ça ne me choquerait pas, parce que ce n'est pas ça qui va mettre en péril la population russe. Quand on est dans d'autres sujets, je pense que, quelle que soit la situation géopolitique, il faut continuer de fournir des produits de première nécessité aux populations. Et je vais prendre un exemple. La voiture, c'est un outil de première nécessité ou pas? Alors, parce que moi, je veux bien entendre le discours. Je vais répondre là-dessus. Ouais. Non, parce que à 10 ans, oui, mais si on arrête de vendre une marque, alors c'est le leader du marché en Russie, Avtovaz, mais si on arrête de vendre des voitures pendant 3 mois, c'est pas ça les voitures, il y en a. Mais il y a deux conséquences qui sont, à mon avis, très importantes. La première, c'est que si on arrête brutalement, et le dilemme n'est pas tranché par Renault, ils vont arrêter. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les actifs qui sont là, que vont-ils devenir? Il n'y a pas d'acheteurs, puisque personne. Ça veut dire qu'il peut y avoir une bonne, je dirais, une position, entre guillemets, sur le plan moral qui est positif. On ne traite plus avec le gouvernement russe, mais ça va se traduire par transférer des actifs ou les donner à des personnes qui sont déjà en train et donc de s'enrichir encore plus sur le dos de la population. Ça, c'est le premier point. L'autre point, et je terminerai là-dessus, au-delà de l'Ukraine, mais c'est un sujet sur lequel on a été amené à beaucoup réfléchir chez Sycomore, c'est le sujet de la Birmanie, où il y a une junte militaire qui, évidemment, commet des actes tout à fait... Alors, on en parle moins aujourd'hui avec les événements ukrainiens, mais c'est quelque chose d'assez grave. Et beaucoup d'activistes disaient Total soutient la junte et Total doit arrêter de produire du pétrole et du gaz là-bas. Et la réponse de Total me paraît être la bonne réponse, qui a été de dire on essaye, c'est pas évident, de couper les flux financiers issus de cette activité, même si c'est pas simple. En revanche, on s'est posé la question, est-ce qu'on va arrêter ou pas de produire? Et on a dit non, nous allons continuer, enfin Total a dit, nous allons continuer à produire. Si du jour au lendemain on coupe le robinet, il y a 3 millions de personnes à Rangoon, la capitale birmane, qui ne vont plus pouvoir s'éclairer, se chauffer et tout simplement vivre. Et donc c'est ça la grande difficulté. Il y a des sanctions, c'est très bien, mais il ne faut pas que ça pénalise les populations. Arnaud Faller, votre sentiment sur le comportement des entreprises, et puisque Aymeric en a parlé, j'avais dit qu'on excluait dans un premier temps le secteur de l'énergie, donc maintenant qu'il a été mis sur la table, on a le droit de le traiter. Oui, justement, je voudrais citer l'exemple de BP. Très tôt, BP, ils ont décidé de mettre à zéro leur actif dans Rosneft et de se priver quand même. Il y avait 14 ans de ressources, et c'est beaucoup pour BP parce qu'on est passé de 14 à 10 ans. Et moi, je trouve que c'était très marquant de voir la réaction du marché après. D'abord, ça avait commencé à baisser parce qu'on parlait en euros, c'était des grosses sommes. C'était 20 milliards, c'était quand même beaucoup. Et la réaction du marché, d'abord celle dans le marché, ça commence à baisser, puis après, c'est remonté. Et la réaction des agences, aussi bien de crédit que de rating, extra-financiers. Les agences de crédit, Moody's, a confirmé la note. Parce que, alors que, encore une fois, ça aurait un impact sur le bilan assez fort. Donc, premier point positif quand même. Et les agences de rating ont plutôt été aussi en tendance à confirmer largement la note parce que ça permettait à BP de mettre un trait sur le pétrole, je ne parle pas du gaz, mais du pétrole, et effectivement de rebondir sur d'autres investissements. Et donc, grosso modo, finalement, une vraie mesure radicale a été finalement bien perçue, alors qu'il y a quelques années, on aurait dit, comment ça, quelqu'un qui enlève autant de son bilan avec un trait de plume, ça aurait été sanctionné vraiment de manière violente. Donc là, finalement, encore une fois, c'est un accélérateur pour la suite. Et effectivement, on pourra en parler sur la transition énergétique après. Allez, on va en parler de suite. Accélérateur, je vous entends, mais je vais faire mon secrétaire général de l'Union en disant, mais on me raconte des histoires. Moi, accélérateur, la première réponse que j'ai quand même entendue face à cette crise, c'est, et notamment ça a été dit par Total, de se dire, on a un problème d'approvisionnement à un endroit, il faut qu'on aille chercher de l'approvisionnement à d'autres endroits. Les Allemands disent, voilà, finalement, on va aller chercher du gaz au Qatar. On nous parle de substitution. On n'est pas en train de se dire, on vient de découvrir qu'on était ultra dépendant, qu'on a des problèmes de réchauffement climatique. C'est une baisse drastique qu'il faut faire et pas le petit discours de la substitution. Petit discours de la substitution. Je suis trop fort, Aymeric ? Non, pas du tout. Effectivement, il n'y a pas de solution. Il y a une solution à long terme, mais il n'y a pas de solution à très court terme. Petit aparté, on voit aussi avec ces événements que l'action politique se juge sur le temps long. Angela Merkel, qui par ailleurs a un bilan qui est tout à fait intéressant sur certains aspects, sur cette question-là,
l'histoire retiendra qu'elle a fait preuve d'une immense naïveté à l'égard de la Russie en arrêtant le nucléaire, en étant complètement dépendante du gaz russe. Alors, vous venez de parler du Qatar. Effectivement, le Qatar peut fournir du gaz. C'est un modèle, le Qatar. Sauf que, alors ça c'est encore un autre sujet, sauf que, à ma connaissance, il n'y a pas un pipeline entre le Qatar et Berlin. Donc le gaz, il vient par bateau. Et entre le moment où on commande un méthanier et le moment où il est opérationnel, c'est à peu près 3 ans. Donc, à court terme, on peut essayer d'augmenter un petit peu les livraisons du Qatar. On peut essayer d'aller faire augmenter le gisement de Groningen aux Pays-Bas. On peut essayer d'acheter plus de gaz aux Algériens. Mais tout ça ne compensera pas, bien évidemment, totalement le gaz russe. Donc à court terme, malheureusement, il n'y a pas... Et d'ailleurs, les Allemands sont sur ce sujet-là, ils sont très frileux. Quand certains en Europe disent on va arrêter d'acheter du gaz ou du pétrole russe, ils disent ben non, sinon ils ne peuvent plus. Voilà. Alors ensuite, ça c'est la réalité à court terme. À long terme, on était engagé, et fort heureusement, certains des acteurs pétroliers qu'on vient de citer sont engagés maintenant depuis plusieurs années dans cette transition, qui était une réalité. Mais là, je pense vraiment que ça va être un accélérateur réel, parce qu'il n'y a pas 20 000 solutions. Si en Europe, on veut avoir de l'énergie sans acheter de gaz ou de pétrole aux Russes, il faut développer le renouvelable, il faut développer aussi le nucléaire, même si ça ne plaît pas à beaucoup de monde. Et là, il y aura aussi, je pense, un avant et un après dans ces stratégies énergétiques. Olivier Guillou, vous avez le sentiment que ça pourrait accélérer le fait de se dire qu'on devienne économe en énergie ou... Alors accélérer, oui, la prise de conscience qu'à terme, il faut réduire la dépendance de l'Europe à l'énergie, puisque finalement, on est en train de réduire une dépendance pour en accepter d'autres. On l'a dit tout à l'heure, donc le Qatar avec le gaz qui est transporté par bateau. On a l'Algérie. Je rappelle que l'Algérie a coupé le gaz à l'Espagne depuis 15 jours, depuis que l'Espagne a reconnu le Sahara occidental. Et puis, on a la dépendance aux États-Unis via du gaz de schiste. Donc, encore une fois, il y a... J'adore le tableau apocalyptique que vous êtes en train de nous faire. Non, mais encore une fois, l'idée, c'est... Encore une fois, il faut recentrer le débat dans une perspective de long terme. On sait qu'on a des énergies, dont le gaz, qui sont des énergies de transition. Et que la difficulté, c'est que par rapport à cette prise de conscience, à mon avis, qui est majeure, sur le fait qu'on ne peut pas continuer comme ça, il y a quand même une équation difficile à résoudre, où on va mobiliser des investissements massifs pour régler la question de la dépendance du gaz russe et donc essayer de remplir les capacités de stockage qui sont très présentes en France. C'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, la France est le premier importateur de gaz liquéfié maintenant de la part des États-Unis. En Allemagne, ils n'ont pas de capacité de stockage parce qu'ils avaient un flux tendu avec la Russie. Je crois même que les cavernes sont plus ou moins détenues par Gazprom. Donc, mais la difficulté, c'est que ces moyens financiers colossaux mobilisés à court terme pour gérer la crise, c'était des moyens qu'on devait engager sur une transition longue. Et la vraie difficulté, elle est là. La vraie inconnue, elle est là. Ok, on a parlé d'énergie. Aymeric nous a dit, finalement, il va falloir que les choses changent, mais ça prendra du temps. Et vous avez cité les énergies renouvelables et vous avez cité le nucléaire. Arnaud, alors je vais vers vous pour parler de l'hydrogène, parce que vous aviez lancé un fonds il y a peu de temps. L'hydrogène, c'est une solution pour l'Europe ? Oui, alors la grande nouveauté quand même, le changement d'époque que j'ai mentionné, c'est que maintenant on va parler de souveraineté énergétique, alors qu'on parlait très peu. Et certes, à court terme, on n'a pas de solution immédiate, sauf que le cap est donné. Et alors la bonne nouvelle malgré tout, c'est que les Allemands, certes, ils ont fait une erreur dans le passé, je suis d'accord avec le point d'Aymeric sur le nucléaire, sauf que c'est eux qui ont les moyens le plus pour dépenser, parce qu'il n'y a pas de miracle. Si on ne mobilise pas des capitaux, on ne va pas s'en sortir. Et la bonne nouvelle, c'est que les Allemands ont décidé donc sur l'armement, on en a parlé, mais aussi dépenser sur la transition énergétique. Et l'État allemand a les moyens. On ne peut malheureusement pas compter sur tous les autres États, ils sont déjà largement endettés. Et il y a deux choses qui sont importantes. C'est l'Allemagne va dépenser pour la transition énergétique et va mobiliser les capitaux de manière mutualisée au niveau européen, parce qu'on voit bien que quand la Commission émet, tout le monde va acheter ces emprunts-là, parce qu'in fine, il y a la garantie allemande qui est dessous. Et on pourra aussi avoir un effet multiplicateur. Donc c'est une bonne nouvelle, on a des moyens, alors qu'avant on en avait peu. Alors maintenant, pour revenir sur l'hydrogène, effectivement, c'est une manière pour l'Europe d'être leader et de plus dépendre du reste. Parce qu'il faut se rappeler que,
les deux grands secteurs qui consomment le plus de gaz à effet de serre, c'est l'industrie et les transports. Et la bonne nouvelle, c'est que l'hydrogène est très adapté à l'industrie et au transport lourd, pas léger, mais lourd, c'est très adapté. Et on sait très bien que les énergies renouvelables seules ne seront pas la solution parce qu'il faut à la fois stocker, puisque c'est intermittent, comment on fait quand il n'y a pas assez ni de soleil ni de vent. Il faut à la fois stocker et à la fois distribuer. Parce que, pas de chance, ce n'est pas forcément les zones de production d'énergie renouvelable et les zones de consommation qui sont au même endroit, ni à l'échelle de la planète, ni à l'échelle de l'Europe. Mais par exemple, l'Espagne va être a priori leader au moins pour le solaire, mais pourquoi pas l'éolien aussi, avec le Nord, sauf que les bassins de consommation d'énergie sont plutôt la Ruhr, notamment en Allemagne, et puis la France autour de l'Île-de-France. Et l'énergie, l'hydrogène va être très adapté pour ça, parce qu'on va pouvoir à la fois stocker pour les besoins quand, encore une fois, l'intermittent n'est pas là, ou distribuer. Et donc l'Europe va pouvoir, et d'ailleurs Scholz a cité dans son discours que l'hydrogène, il va falloir mettre des capitaux. Donc, et l'industrie européenne, et notamment française, est franchement à la pointe avec l'Asie sur le sujet. Petite question de non-expert. On a le sentiment que quand on dit hydrogène, on dit propre. Mais l'hydrogène en tant que tel, c'est pas forcément propre. Évidemment, si on utilise l'énergie carbonée pour produire de l'hydrogène, sans rien d'autre, ça s'appelle l'hydrogène gris, c'est pas bon. L'hydrogène bleu, c'est quand on arrive à capter le CO2 qu'on a émis pour produire de l'hydrogène, et le coup d'après, c'est l'hydrogène jaune, donc issu du nucléaire, ou l'hydrogène vert, issu de l'énergie renouvelable. C'est pour ça que j'insistais beaucoup sur le fait que c'est complémentaire avec les énergies renouvelables. On a besoin des deux. Et après, il y avait un handicap, on disait, est-ce que oui ou non, c'est assez rentable aujourd'hui? Eh bien, vu la hausse des prix et du pétrole et du gaz, oui, ça le devient. Parce qu'on est persuadé que le prix de l'énergie classique, traditionnelle, fossile, le prix va rester très élevé. D'autant plus parce qu'encore une fois, on va plus traiter autant avec les Russes, etc. D'où le fait qu'effectivement, on a bien lancé le fonds, d'ailleurs, fin novembre, et aujourd'hui, on a un succès assez impressionnant parce qu'il est à 500 millions d'euros d'encours sur l'ensemble de l'écosystème de l'hydrogène, que ça soit donc de la production d'énergie renouvelable, les technologies associées, le stockage et les utilisateurs. Ok, donc la crise en Ukraine, on voit... Ouais, Aymeric ? Juste, non, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, les technologies existent. Ça va prendre du temps, ça va coûter beaucoup d'argent. Mais je voulais juste signaler, il y a un projet qui correspond exactement à ce que vous venez de dire, qui est en train de se construire en Guyane. C'est un projet qui est porté par la société Ruby, qui est une société historique de distribution d'hydrocarbures et qui a compris qu'il faut qu'elle fasse un petit peu à terme évoluer son modèle. C'est un consortium donc, entre Ruby, HDF, et puis il y a un troisième partenaire, je crois que c'est Maxime, mais je ne suis pas certain, pour produire de l'hydrogène. Produire de l'hydrogène à partir de panneaux solaires, donc ça... en Guyane, ça paraît assez... Mais évidemment, l'électricité, c'est la nuit que les gens la consomment. Et donc, la nuit, c'est l'hydrogène qui alimente une centrale qui produit l'électricité. Donc, c'est un petit projet. C'est pour une ville, je crois, une petite ville de 10 ou 15 000 habitants. Mais ça montre bien que c'est exactement ce qui peut répondre aux problèmes énergétiques du transport et de l'industrie dans les décennies à venir. Mais l'acier vert, en fait, on pourrait croire que c'est contradictoire, mais l'acier investit beaucoup dans l'hydrogène, parce qu'évidemment, c'est des grands consommateurs d'énergie fossile aujourd'hui, et qu'ils ont besoin de bouger. Et donc l'hydrogène pour, encore une fois, l'industrie et les transports lourds, camions, trains. Les voitures, ça sera un deuxième temps, mais au moins s'occupons de là où les effets de gaz à effet de serre sont les plus marquants. Est-ce que ça veut dire que vous validez tous la position du troisième volet là, du 6e rapport du GIEC qui dit, grosso modo, on a aujourd'hui toutes les technologies pour pouvoir fortement faire baisser les émissions de CO2 ? Oui, les technologies, on les a, elles vont encore évoluer, mais elles se sont considérablement améliorées. En 10 ou 15 ans, les progrès ont été majeurs. Moi, j'ai un tempérament optimiste. Je pense que la science ne résout pas tout, mais je pense qu'il y a eu des avancées énormes, que ce n'est pas du tout terminé.
que la volonté politique maintenant commence et ces événements dramatiques actuels vont l'accélérer, et c'est peut-être une des rares conséquences positives de ces événements. Mais oui, les technologies qui continuent d'évoluer aujourd'hui sont présentes. Ouais. Olivier Guilloux. Y compris dans les voitures. Pardon, dans les voitures, c'est pas économiquement viable, même si on voit circuler quelques taxis Toyota Mirai dans Paris. Mais c'est pas viable parce que ça coûte trop cher, parce qu'il n'y a pas de réseau de distribution d'hydrogène, il n'y a pas dans les stations-service, il n'y a pas d'hydrogène, etc. Mais la technologie est là. Oui, oui. C'est adapté par exemple aux taxis qui ne peuvent pas attendre plusieurs heures que leur voiture électrique soit rechargée. Mais sinon, encore une fois, pour les transports lourds. Non, mais ça peut servir pour le train, ça peut servir pour des choses. Les trains, les bus, etc. Mais ça sert déjà. Hein. Il y a des navires. Il y a déjà des navires qui utilisent l'hydrogène entre l'Asie et l'Europe. Olivier Guilloux, je reviens vers vous. On parle de cette crise en Ukraine sur les conséquences, entre guillemets, environnementales, sur ce qui se passe sur la partie de l'énergie. Quelles conséquences sociales ? Les conséquences sociales, elles sont démultipliées, en fait, puisque pour ce qui concerne la France, on a déjà connu des phases de tension qui étaient en liaison avec le hausse du prix des matières énergétiques, notamment le prix à la pompe pour les voitures. Là, on est clairement dans une phase où on a dépassé un peu les plus hauts qu'on a connus, et donc on est devant de grandes difficultés par rapport à ça. Pour l'instant, la réaction des États, en tout cas la réaction des États européens, a été de distribuer des chèques. Donc il y a plutôt un quoi qu'il en coûte, qui n'est pas seulement en France d'ailleurs, hein, qui dans d'autres pays, mais globalement, effectivement, il y a une forme de transfert de richesse des pays. On parle souvent de ça dans le monde émergent, en fait. Des pays émergents, entre ceux qui ont des ressources énergétiques et ceux qui doivent en consommer. Et nous, on devient un peu dans cette catégorie-là. J'ai vu il y a quelques jours, en fait, un chiffre assez important. C'est la part de ce que l'Europe consomme de son PIB dans l'énergie par rapport au PIB total. Voilà, on est revenu sur des niveaux de 1980 de l'ordre de 9,3%, je crois. Donc il y a une captation de pouvoir d'achat qui est très très forte, et invariablement ça va produire ces effets négatifs sur l'instabilité sociale. Et là, je parle de la France où effectivement, je pense plus aux produits pétroliers, mais on sait très bien aussi que, compte tenu de la part de marché très importante sur les matières premières agricoles de la Russie, de l'Ukraine, et également de la Biélorussie, et puis de leur non-capacité actuelle à exporter, va proposer un désastre dans certains pays, notamment au Moyen-Orient et dans le Maghreb. Et au Pérou, j'ai vu que ça commençait également, il y avait des émeutes. Les conséquences sociales sont effectivement dramatiques, colossales, et je pense largement sous-estimées par la plupart des Français. Effectivement, il y a la question de la hausse du prix de l'énergie, hein, qui est une question importante et qui est évidemment un vrai problème. Mais il y a bien pire que ça. Je ne sais pas si vous avez ça en tête. Alors, on a décidé, à travers la Fondation, de participer à notre petit niveau à une aide, dans la mesure de nos moyens, à cette crise ukrainienne, en soutenant financièrement une ONG qui n'est pas très connue, mais qui est pourtant une des principales ONG mondiales, qui est française, qui s'appelle Acted. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette organisation. Et il rappelle une chose qui est réellement effroyable. En Ukraine, je crois qu'il y a 40 millions d'habitants. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois 40, donc un petit peu plus, 40-45 millions. En un mois, il y a eu 11 millions d'Ukrainiens, soit réfugiés, soit déplacés. Réfugiés, ça veut dire qu'ils ont quitté l'Ukraine pour aller dans les pays limitrophes. Déplacés, c'est qu'ils ont dû quitter leur ville pour aller dans un autre endroit en Ukraine. Et ça a été en quelques heures, parce qu'ils sont partis avec un sac à dos. C'est l'exode qu'on a pu connaître en France en 1940. 11 millions de personnes en un mois. Il ne s'agit pas de faire des comparaisons dans l'horreur, parce que ce n'est pas intéressant, mais il faut quand même avoir en tête que la Syrie, c'était 6 millions de personnes, mais c'est sur 5 ans. Et chacun sait à quel point le drame syrien est terrible. Et aujourd'hui, la conséquence, c'est que, tout début, les Polonais, par exemple, qui ont eu, eux, une histoire également assez difficile et douloureuse, ont accueilli à bras ouverts leurs frères ukrainiens. Il y a eu 1 million d'Ukrainiens, puis 2 millions. Et aujourd'hui, les Polonais, c'est pas qu'ils ne veulent pas accueillir les Ukrainiens, c'est qu'ils ne peuvent plus. Alors, ils vont
en Moldavie, mais la Moldavie, c'est l'État le plus pauvre de l'Union européenne, donc ils n'ont pas énormément, d'où l'importance de ces organisations, ACTED, le HCR, la Croix-Rouge, et donc c'est un drame humain absolument terrible. Alors je vais paraître totalement cynique par rapport à ce drame humain, mais on fait aussi une émission financière avec des conseillers qui nous écoutent, qui ont des clients, qui cherchent à comprendre un certain nombre de choses, et on essaie vraiment de planter le décor. Moi, j'aurais envie de vous poser juste une question technique sur le comportement. Olivier nous a parlé on sait tous que le grenier à blé est en Ukraine, etc. L'évolution du cours du blé qui a posé problème. Vous avez un fonds qui est spécialisé sur l'alimentation. Quel impact a cette crise sur les secteurs? Alors, il y a des secteurs qui, plus c'est près de l'agricole, plus effectivement, ils bénéficient entre guillemets de la hausse de ces prix. Mais il ne faut pas rêver. Il y a beaucoup de secteurs qui n'arrivent pas à répercuter non plus, parce que les prix sont tellement élevés. C'est-à-dire que le blé, il avait monté avant le début des hostilités. Il faut se rappeler qu'il avait monté quasiment de 50% avant. Et évidemment, après le début des hostilités, pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est le grenier à blé. Donc, en gros, ce n'est pas vrai qu'il y a des sociétés, que l'ensemble de la chaîne alimentaire va apprécier évidemment, va apprécier ces mouvements violents de hausse de prix de matières premières. Ok, il est 18h47. On va encore rester ensemble pendant un petit quart d'heure. On va maintenant, on a regardé donc tous ces sujets de cette crise en Ukraine sur la gouvernance, quelque part, c'était un peu la politique internationale et le comportement des entreprises, sur l'environnement, sur les problèmes sociaux. On va regarder maintenant clairement les conséquences financières et les impacts que ça peut avoir et les recommandations qu'on peut avoir en termes d'allocation d'actifs. Juste en transition, je voudrais très rapidement qu'on fasse un petit tour de table. Parce que au cours des 3 dernières années, on a l'impression que c'est quand même la deuxième grande crise après le Covid. Est-ce que pour vous, et dans l'état actuel des informations qu'on a, parce que vraisemblablement, enfin on est sûr qu'on n'est pas à la fin de la crise en Ukraine et on ne sait pas trop où on en est sur la partie Covid, est-ce que pour vous, cette crise laissera plus ou moins de traces que ce qui s'est passé sur le Covid? Olivier Guillou. Alors on est face à 2 crises, je dirais, qui ne sont pas finies. Donc le Covid, je pense que... C'est pour ça que je vous rassure, je ne vous ressortirai pas l'enregistrement dans un an en disant « Vous aviez dit de manière péremptoire que ça se passerait comme ça ». C'est en l'état actuel du savoir. Le Covid est un virus qui développe un certain nombre de variants dont on a pris conscience qu'ils étaient plus contagieux, moins létals. Donc par rapport à ça, on a une forme de... à la situation qui prévalait il y a un an, on n'est plus rassuré. Ceci dit, je pense qu'on n'a pas atteint le caractère immunité collective, et donc c'est une maladie qui peut revenir de manière saisonnière. L'Ukraine, quelque part, on a changé d'époque, on l'évoquait tout à l'heure. Donc l'Ukraine, non, on n'en est pas sorti et ça va durablement impacter pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure sur ce qu'on sait déjà. Donc c'est des prix élevés d'énergie, et ce qu'on ne sait pas encore, c'est la capacité de gérer ces problématiques alimentaires. Arnaud Faller. Une des conséquences des Covid qui va vraiment perdurer, c'est on était habitué à gérer à stock, à flux tendu, et ça c'est fini. Les industriels ont compris que c'est impossible de dépendre des délais d'approvisionnement qui, au passage, encore aujourd'hui, parce qu'on n'a pas franchi du tout le pic en Asie, il y a encore beaucoup de confinement en Chine, et donc les bateaux ont un délai d'approvisionnement encore plus fort, en gros 3-4 semaines de plus que ce que les gens avaient en tête en début d'année 2022, ce qui fait que maintenant, c'est plus le just in stock, c'est plus just in time, pardon, c'est just in stock, ça veut dire j'ai besoin du stock pour lancer la production, et je ne ferai plus le flux tendu. Et donc ça va, franchement, ça va, d'abord, évidemment, il y aura une hausse des coûts, un peu durable, et 2, ça va quand même changer un peu l'organisation dans certaines usines. Ok. Alors, je dirais en premier lieu que c'est effectivement 2 crises aussi profondes, violentes, aussi rapprochées, c'est assez inédit, sachant que la grande crise financière n'est pas si lointaine non plus. Et on s'est aperçu, et ça c'est, je pense, une leçon qui remonte à bien plus avant que ça, que les entreprises se sont adaptées à une vitesse absolument incroyable. Si
Il ne s'agit pas encore une fois de comparer est-ce que c'est plus grave, moins grave, mais sur le plan strictement économique, le choc du Covid est beaucoup plus mondial et important que le choc ukrainien. Sur le plan géopolitique et les conséquences, par exemple, en matière de défense, c'est autre chose. J'entends juste Aymeric, mais est-ce que dans les deux cas, on n'a pas quand même eu quelque part la même réaction des pouvoirs publics qui a toujours consisté à faire le buffer? C'est-à-dire, les entreprises, elles se sont très vite adaptées, mais il y a eu les mesures de chômage partiel, etc., qui ont été à peu près développées partout. Et donc, quelque part, il y a eu une sorte de protection, comme aujourd'hui, il y a une sorte de protection où, quelque part, on pourrait dire que c'est l'hélicoptère monétaire pour donner de l'argent aux gens pour s'assurer qu'ils puissent consommer. Oui, enfin, la réponse des États a effectivement été extrêmement rapide et extrêmement forte pour le Covid. Aujourd'hui, la réponse des États, je parle chez nous, en France, en Allemagne, sur le plan financier lié à la crise ukrainienne, on ne parle pas du tout des mêmes montants. Le chèque essence, je ne sais pas combien ça coûte, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce qui a été fait. Donc, moi, je pense que cette crise en Ukraine, effectivement, sur le plan des équilibres géopolitiques, sur le plan de la souveraineté, comme le disait Arnaud, souveraineté énergétique, aura des implications qui vont être extrêmement profondes et extrêmement durables. Maintenant, sur la façon de vivre, on a changé de façon de vivre avec le Covid. Je pense que le Covid restera la crise. Par exemple, on parle de déglobalisation. Ça va certainement être accentué par les événements actuels, mais ils n'en sont pas la cause. C'est vraiment le Covid qui a marqué Alors, on va revenir là-dessus. 52. Donc maintenant, je vais vous dire des choses, puis vous allez compléter rapidement chacun sur des logiques économiques. Premier point, l'inflation. J'ai entendu dans ce que vous m'avez dit, Arnaud, vous m'avez dit il y a un instant, le flux tendu dans les boîtes, c'est fini. Donc on va être obligé de gérer du stock, ça va avoir un coût, et donc j'imagine que si ça a un coût, ça va être répercuté. Je vous ai tous entendu m'expliquer que les mouvements d'un point de vue énergétique en termes de souveraineté, ça n'allait pas se faire en 2 minutes 30, et donc on allait rester dépendant, et qu'il allait donc du coup avoir une pression forte sur les prix des matières premières. Est-ce qu'on acte le fait que le débat sur inflation temporaire ou pas temporaire devient du coup tranché? Nous sommes dans un environnement de remontée de l'inflation. Ouais. Ça, c'est clair. Il n'y a rien de plus difficile que de faire des prévisions sur le plan économique, donc je vais le dire avec toute la prudence possible et la modestie possible. Mais ça fait un petit moment, en tout cas chez Sycomore, qu'on trouve que l'inflation est extrêmement sous-évaluée, l'inflation future. Okay. Et je dis ça, je ne suis pas content que les faits actuels nous donnent raison, ce n'est pas le sujet. Mon point est de dire, regardons maintenant devant. Je pense que aujourd'hui, et ça illustre la difficulté, encore une fois, de la prévision économique. Il y a 2 ans, personne, on était au pic de la crise du Covid, le confinement dur décidé en mars 2020. Personne ne pensait à l'inflation. C'est, à mon avis, le sujet économique des années qui viennent. Et on a un ensemble de facteurs qui vont tous dans le même sens pour une hausse assez durable de l'inflation. Et je pense que ça, les marchés vont devoir apprendre à vivre avec, sachant que j'ai bien parlé d'inflation. On n'est pas dans l'hyperinflation et ce scénario qui serait alors là absolument catastrophique. Olivier Guillaume. Oui, je voudrais juste préciser une chose. Effectivement, je suis assez d'accord sur le fait qu'en moyenne, on va vivre avec des régimes d'inflation supplémentaires. Mais rappelons-nous que le dernier chiffre connu en Europe est de 7,5. Et donc, lorsqu'on dit qu'on va avoir plus d'inflation, c'est pas par rapport à cette marque de 7,5, c'est par rapport à une moyenne. Voilà, on n'aura plus de 2% d'inflation. Voilà, on a vécu avec un régime de 1% d'inflation. On pensait que ça pouvait monter à 2. En fait, on voit bien que ce sera probablement un peu au-delà de 2, peut-être 3. Ok, on nous parlait jusqu'à présent de déflation. Il y a eu la grande peur de la déflation, il y a eu la crise, etc. Et on disait les banques centrales, elles ont plutôt tendance à gérer la croissance que de gérer les problématiques d'inflation. Est-ce que aujourd'hui, vous êtes quelque part dans ce qui existe aujourd'hui sur le marché, dans l'idée de dire, désormais, l'enjeu majeur pour les banques centrales, c'est l'inflation. Donc, quelque part, quelles que soient les difficultés qui sont générées par cette inflation, notamment sur la consommation, qui peut générer une baisse de la croissance économique, les banques centrales vont relever leur taux d'intérêt. Il faut juste se rappeler que le métier des banquiers centraux, c'est-à-dire la Fed, c'est la stabilité des prix et le marché du travail, et la BCE, c'est la stabilité des prix. La Fed, Powell l'a reconnu il y a quelque temps, il a dit il faut restaurer la stabilité des prix. Sous-entendu, je l'ai perdu. Et la Fed est en retard, d'où le fait qu'elle accélère. C'est-à-dire que les anticipations d'inflation des marchés
ont été systématiquement mis à mal depuis plusieurs mois. Mais malheureusement, dans le temps, on était à 0,1, 0,2 près. Là, on est à 1% près. On se trompe. Le chiffre, c'est énorme. C'est-à-dire que le chiffre mentionné 7,7, le consensus des analystes, c'était 6,7. On ne se trompe pas de 0,1, on se trompe de 1. Mais ça fait plusieurs mois qu'on se trompe de 1. Et sur le pic d'inflation, que tout le monde pense qu'il va venir le mois d'après, pour l'instant, il est décalé en permanence. C'est-à-dire qu'en Europe, on n'est pas à l'abri d'avoir un chiffre à 9, après le 7,7, on n'est même pas sûr du 10. Et les gens croient que c'est l'été. Peut-être c'est pas l'été, peut-être c'est pas l'automne. Donc, les banquiers centraux et la Fed commencent vraiment à taper le poing sur la table. Et les taux longs, on oublie. Mais cette fois-ci, les marchés commencent justement à voir que la Fed est en retard et monte significativement. Je veux dire, juste au début d'année, le 5 ans américain, il était à 25. Aujourd'hui, il est à 2,80. Donc on voit bien qu'il y a une accélération. Et non seulement il y a la hausse des taux, mais il faut juste rappeler qu'il y avait des mesures de soutien qui consistaient à gonfler la taille de bilan des banquiers centraux. Et que cette fois-ci, d'ailleurs, c'est Brenard d'hier qui dit on va réduire la taille de bilan plus vite que ce que vous imaginez, parce que ce n'est pas possible. Donc, devant nous, et tant que les marchés ne sont pas convaincus qu'à la fin, les banquiers centraux gagnent, on aura des problèmes. La même cité, Brenard, la même cité Volcker. Donc, il faut juste se rappeler, pour ceux qui se rappellent, que Volcker, quand il a voulu tuer l'inflation dans les années 70, il n'a pas monté d'1 point. C'était plutôt de 10 points. On ne va pas à ce scénario-là. Mais aujourd'hui, comme on n'est pas sûr de la victoire finale, on n'est pas sûr. Et donc, pour l'instant, ils vont accélérer les choses. Ok, hausse des taux, c'est pas bon pour les obligations. Un taux fixe, on sait, puisque le cours des obligations évolue en sens inverse d'évolution de taux d'intérêt. Quid des actions aujourd'hui? Alors juste un mot peut-être sur la Fed, effectivement. Je voudrais nuancer sur l'Europe, parce qu'on n'est pas dans le même tempo. Donc la tendance est la même. Effectivement, la Banque Centrale Européenne va changer de stratégie. Mais on n'est pas sur l'ajustement, je pense. L'explication de l'inflation aux États-Unis et en Europe est différente. En fait, aux États-Unis, effectivement, il y a un boom du chômage, donc de l'emploi. Et donc, on a une inflation qui est très, très partagée sur plein de secteurs. En Europe, on a vraiment un écart considérable entre ce qui relève de l'inflation sous-jacente et de l'énergie. Donc, je pense que l'Europe, on est un peu plus protégé par rapport à ce changement de tempo qui est réel aux États-Unis et qui, effectivement, est relativement bien inscrit dans les cours des obligations. Les actions. Les actions, aujourd'hui, on a un cocktail qui n'est pas extrêmement attirant. L'inflation, c'est évidemment hyper mauvais pour les obligations. À très long terme, c'est pas forcément catastrophique pour les actions parce que les actions, les prix montent, donc les profits, les chiffres d'affaires montent, les profits montent, donc c'est quand même une très bonne protection d'avoir des actions dans un contexte inflationniste par rapport à des obligations. Ça, c'est une évidence. À court terme, ça peut détruire des marges. Mais à court terme, alors il y a effectivement, donc on a effectivement baisse des marges, baisse des profits. On sait aussi que les marchés actions, ils réagissent à la semaine, au mois, au trimestre, et là, les nouvelles dans les semaines et les trimestres et les mois vont être négatifs. Les profits vont être révisés en baisse, je pense. Oui, les valeurs pétrolières vont gagner beaucoup d'argent, mais pour les valeurs industrielles, ça va être beaucoup plus difficile. Et puis, le fait qu'il y ait remontée de l'inflation et remontée des taux fait que c'est la fin de journée, on ne va pas faire un cours de finance, mais ça veut dire que la valorisation des actions mesurées par le PE, elle doit un petit peu se comprimer. Et on a vu le phénomène inverse dans cette vague immense de baisse des taux avec une hausse des multiples dont certains pensaient qu'elle pouvait aller à l'infini. On a vu ce que ça a donné au Japon il y a maintenant une trentaine d'années. Ouais, enfin, on se rappelle... Et déjà, là, le travail, il est fait sur les valeurs de croissance qui se payaient 80 fois les bénéfices, que ce soit sur le Nasdaq aux États-Unis ou en Europe. Le travail est fait. Il y a eu déjà une correction très sévère. Maintenant, je pense que les ajustements ne se font pas en quelques mois. Si on prend par exemple 94, ça fait un petit peu ancien, ça ne se fait pas en quelques mois. Donc, à court terme, moi, je dirais que les actions, il faut être un peu prudent parce que les marchés ont été un petit peu complaisants. Il y a hausse des taux, les multiples peuvent se comprimer un petit peu, le consensus doit s'ajuster à la baisse. Donc tout ça, je ne dis pas qu'il va y avoir un crack, je dis que je ne suis pas très optimiste à court terme. Puis à long terme, je suis hyper optimiste que les entreprises s'adaptent, Mais là, je pense qu'il faut être un tout petit... C'est pas la peine, à mon avis, il n'est pas urgent de se précipiter et d'acheter massivement des actions aujourd'hui. Et dernière chose... Aujourd'hui, avec la baisse, alors je ne sais pas exactement combien l'Eurostoxx a perdu, mais on devait être à 2,5%. Même avec la baisse de 2,5%, on est 3% en dessous
du niveau du 24 février, date de l'agression russe. Donc ça va, on n'est pas encore dans des zones de correction majeure. Ok, je note votre conclusion. On va finir chacun une conclusion. Je vais être un peu provoque, comme d'habitude, mais comme on est ici ensemble, en essayant de voir la finance un peu autrement avec des critères ESG, j'entends Aymeric qui dit finalement le seul endroit où il va y avoir des améliorations de valorisation et des améliorations de bénéfices, c'est le secteur pétrolier. Parce que du coup, il faut se précipiter pour se dire, mais tiens, c'est là où on peut faire de l'argent dans un marché qui peut être compliqué, sans être forcément très vert. Arnaud Faller, vous, quelles recommandations vous donneriez et quelles idées vous donneriez aux conseillers qui nous écoutent pour leurs clients? Alors c'est vrai qu'on est aussi un peu prudent. Pourquoi? Parce que évidemment les bénéfices, on arrive dans la saison de résultats. D'ailleurs, ça sera l'heure de vérité, parce que pour l'instant, les sociétés n'ont pas beaucoup communiqué sur l'impact des hausses de coûts et des hausses de salaire, au moins pour les États-Unis. On va savoir enfin si, parce que les analystes, ils ont à peine révisé leurs anticipations de bénéfices. En gros, ils sont entre 8 et 9% de progression sur la totalité de l'année 2022. En macro, on a quand même du mal à imaginer que ça soit à ce niveau-là, vu les conséquences qu'on a des hausses de prix de matières premières et de salaires. Donc, grosso modo, les portefeuilles ont réduit un peu la voilure. Les États-Unis devraient quand même, entre guillemets, mieux s'en sortir. Outre la proximité, évidemment, de la guerre, mais aussi parce que, pourquoi? Parce que l'ensemble des coûts énergétiques, parce que nous, pas de chance, en Europe, on a le cocktail pétrole, gaz et électricité. C'est l'ensemble des trois. Pourquoi on subit? Parce que c'est l'ensemble de ces trois sources. Aux États-Unis, c'est moins vrai. Ils ont moins de hausse de gaz, moins de hausse d'électricité. Mais est-ce que sur le fond, Arnaud, on n'est pas plus à l'aise pour investir dans des gens qui sont souverains? Les États-Unis, souveraineté énergétique, ils ne l'avaient pas, ils l'ont récupéré. Souveraineté numérique, souveraineté financière. Et quand est-ce que nous, on dira que c'est quand même des sujets majeurs d'un point de vue géopolitique? Oui. Alors, encore une fois, la souveraineté énergétique, je suis persuadé que ça sera l'enjeu de l'Europe et on commence enfin à mobiliser les capitaux en fonction. Les États-Unis, il y a juste la valorisation qui est plus élevée qu'en Europe, premier point, et ils sont plus sensibles aux hausses de taux, et en l'occurrence, les taux américains montent plus. Donc, c'est quand même pas la panacée, mais à court terme, je pense que les États-Unis devraient mieux résister que l'Europe. Olivier Guillou, votre sentiment, vous aimez bien les valeurs plutôt de croissance, etc., souvent dans vos portefeuilles. Elles sont susceptibles éventuellement d'être un peu remises en cause par les phénomènes de valorisation en cas de hausse des taux. Ça vous amène à vous dire qu'il faut changer votre fusil d'épaule? Comment vous voyez les choses? Déjà, un mot peut-être sur... pour prendre le fil de la discussion, effectivement, à court terme, on est beaucoup plus prudent, pour deux raisons. D'une part, c'est le rebond qu'on a connu suite à l'invasion ukrainienne sur des considérations qui, de notre point de vue, n'étaient pas pertinentes. Donc, c'était des tentatives de discussion, de trêve. Donc, tout ça, on n'y croit pas. On est plutôt dans une logique d'opposition irréconciliable. Donc, pour cette raison-là, on était un peu surpris par le rebond. Ce qu'on a apprécié dans le rebond, et là on parle des valeurs de croissance, c'est qu'effectivement, on a eu une très nette surperformance des valeurs qui sont associées à l'énergie verte. Et donc ça, c'est quand même un message important pour nos investisseurs dans un cadre ESG. C'est la dynamique de long terme qu'on a évoquée sur les investissements. Et là, je ne parle pas de valorisation qui sont tendues. Sur votre question sur effectivement quel style de valeur on préfère, mais évidemment, il y avait un appel d'air pour privilégier la value contre la croissance, mais les choses ne sont pas aussi simples, puisqu'il faut regarder précisément au sein des secteurs. Typiquement, la capacité de quantification de la courbe, qui est plutôt un facteur positif pour la valorisation des values, n'est pas de notre point de vue acquise. Le niveau des remontées des taux, en tout cas aux États-Unis, pour moi, on est proche de ce qu'il faut faire. Je ne pense pas qu'ils seront en capacité de passer l'ensemble des hausses annoncées. Par contre, je pense qu'ils sont en capacité de faire le programme 2022. Voilà, donc pour l'Europe, effectivement, on pense qu'à terme, il y aura un ajustement peut-être vers un niveau qui est supérieur au niveau actuel, mais on a quand même eu un sérieux mouvement de dégagement sur les taux d'intérêt. On a connu, en termes de variation trimestrielle, je crois, un des pires bilans depuis je ne sais pas combien d'années, mais c'est assez considérable. Donc il y a quand même eu une prise de conscience des marchés. Il y a eu un ajustement, un dérating finalement d'un mouvement où les taux restaient éternellement très bas. Et je crois qu'il y a l'ajustement. Il faut tenir compte de l'ajustement qu'il y a eu avant d'envisager des ajustements supplémentaires. Puisque, in fine, de toute façon, si les taux étaient amenés à remonter trop fortement, on l'a vu, ça aurait des impacts sur la valorisation et au-delà de la valorisation sur de hausse de probabilité de récession.
Ok, merci beaucoup à tous les trois. On a essayé de vous éclairer. On va être très clair. On a quand même le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer simultanément. Et on a essayé, en tout cas, pendant finalement un très long moment, de vous apporter le maximum d'éclairage sur tous ces sujets-là, avec un regard qui n'était pas que financier, mais qui prenait également en compte les autres critères que l'on essaie de regarder régulièrement dans ce club de la finance autrement. Merci à vous d'avoir été des nôtres pour cette émission. On se retrouve le mois prochain. Salut, ciao.